Salut à tous et bienvenue sur l'Infox. Nous nous retrouvons pour la correction en électronique du BTS 2015 en électrotechnique. Bien sans plus tarder, exercice 1. On nous dit étude d'un filtre. Les données sont R1 qui est égal à 1000 ohms ou encore à 1 kilo ohm. On nous donne C qui est égal à 100 nanofarad qui est encore égal à 100 fois 10 exposant moins 9 farad qui est encore égal à 0,00001 farad. Bien, on nous a donné le schéma, donc je dessine le schéma. Bien, la première question nous demande de déterminer l'expression de D de P qui est égal à S de P sur E de P. P étant l'opérateur de la place. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On sait d'abord premièrement que là où P est en train de fonctionner en régime linéaire. Tout simplement parce que la borne négative est renvoyée à la sortie, comme ceci. Bien, pour ce faire, premièrement, nous savons donc que V plus est égal à V moins lorsque la OP fonctionne en fonctionnement linéaire. Et tel que nous sommes en train de voir sur le schéma, V plus est renvoyé à la masse M. Donc V plus est égal à 0 volts. Par conséquent, nous dirons que 0 volts qui est égal à V plus est égal à V moins. V moins qui est encore égal à la tension à ce niveau, qui est encore égal à VA. Bien, VA, pour déterminer VA, nous allons utiliser Millman. Premièrement, nous venons ici, à ce nœud-ci là, il y a deux branches. Donc, il y a deux branches associées à ce nœud. La première branche va comme ceci, sa tension qui est S de T, divisée par sa résistance R, plus la deuxième branche qui est la tension. La tension à la deuxième branche, c'est VB. Donc, VB divisé par l'admittance de cette résistance, par la réactance de ce condensateur, autant pour moi, donc divisé par XC sur la réactance plus 1 sur XC. Bien, quand je transporte ce produit, ça fait 0. On obtient 0 est égal à S de T divisé par R plus VB divisé par XC. Par conséquent, on obtient VB qui est égal à moins, celui-ci traverse, il prend moins, celui XC va aller le multiplier, ça va faire XC multiplié par X de T divisé par R. On a l'expression de VB. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est déterminer l'expression de VB à ce point, au point B. Premièrement, nous voyons cette résistance sans source de tension, ça fait 0 sur R plus quand on part comme ceci sur cette branche-ci, on voit VA. Or, VA, c'est la tension V-. Or, nous avons dit que V- est égal à V plus qui est égal à 0. Donc, ça fait 0 divisé par X de C plus X. Donc, on part comme ceci. On voit S de T sur XC plus quand on est ici, on rentre comme ceci. On voit E de T divisé par XC. Bien, divisé par 1 sur R plus 1, 2, 3 fois XC, 3 fois sur XC. Bien, on obtient VB qui est égal à S de T divisé par XC plus E de T divisé, tout ceci divisé par 1 sur R plus 3 sur XC. Bien, à ce niveau, on peut tout simplement dire qu'on obtient X de T plus E de T, on obtient F de T plus E de T divisé par XC multiplié par l'inverse de ceci. Donc je multiplie d'abord les deux ici que je mets au numérateur pour trouver l'inverse, ça fait XC. Maintenant que je divise par ça fois ça, ça fait XC plus 3R. En simplifiant les XC, j'obtiens VB est égal à S de T plus E de T, tout ceci multiplié par R divisé par XC plus 3R. Bien, à ce niveau-ci,
Comme VB est encore égal à l'autre VB qu'on a trouvé ici, nous faisons l'égalité. En faisant l'égalité, comme VB est égal à VB, nous trouvons l'expression 6 qui fait moins XC S de T divisé par R est égal encore à l'autre expression, c'est donc à S de T plus E de T multiplié par R sur XC plus 3R. Bien, quand on a obtenu cette expression-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regrouper les S de T d'un côté. Bien, pour ce faire, on aura X de C, S de T divisé par R. Bien, ceci fois ça, divisé par ceci. Donc, ceci fois ça, qui change de côté, ça fait moins S de T multiplié par R, divisé par tout ceci. Donc, ça fait X de C plus 3R est égal encore à ça fois ça. Donc, à E de T multiplié par R sur XC plus 3 fois R. À ce niveau, on peut mettre les moins en facteur avec les S de T. On obtient moins S de T, facteur de 1 sur facteur de X de C, autant pour moi, sur R, plus R sur XC plus 3R, qui est encore égal à E de T multiplié par R divisé par XC plus 3R. Bien, cette expression, on peut donc dire que S de T divisé par E de T sera égal à, il y aura le moins qui va traverser, à moins, premièrement, R divisé par X de C plus 3R. Bien, diviser cette fois-ci par X de C sur R plus R divisé par X de C plus 3R. Plus 3R. À ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est maintenant essayer de renverser ceci. Bien, pour ce faire, on va dans un premier temps réécrire l'expression X de C plus 3R multiplié par l'inverse de tout ceci. Son inverse, je multiplie les deux ici, ça fait R facteur de X de C plus 3R. Maintenant que je divise par ça fois ça, ça fait X de C facteur de X de C plus 3R fois ça, donc plus R au carré. Bien, comme c'est la multiplication, ces deux termes-ci peuvent s'en aller. On reste avec moins R au carré, R fois R font R au carré, divisé par X de C, facteur de X de C, plus 3R, plus R au carré. Bien, à ce niveau, donc, on a obtenu S de T divisé par E de T, qui est égal à moins R au carré, divisé par XC, facteur de XC plus 3R plus R au carré. Bien, à ce niveau, nous pouvons remplacer XC par sa valeur qui est égale à 1 sur J de C oméga. En le faisant, on obtient moins R au carré divisé par 1 sur J de C oméga, facteur de 1 sur J de C oméga plus 3R plus R au carré. Bien, à ce niveau, nous allons premièrement développer ceci. Ça fait sur 1 est égal à moins R au carré divisé par 1 sur J de C oméga facteur de 1 fois 1, ça fait 1 plus 3J de RC oméga divisé par J de C oméga, ça c'est la grande barre, plus R au carré. Bien, à ce niveau-ci, comme bien, ici il y a eu un souci, ici c'est 1 multiplié par toute cette expression, multiplié par tout ceci, ce qui encore équivaut à dire moins R au carré, divisé par 1 plus 3, cette base n'existe pas, sur 3J de RC oméga, divisé par J de C oméga au carré, plus R au carré sur 1. Bien, il reste encore à développer tout ceci. On obtient moins R au carré sur 1,
divisé par tout ceci, ça fait ça fois ça, ce qui fait 1 plus 3 J de RC oméga plus ça fois ça plus J de RC oméga le tout au carré divisé par J de C oméga le tout au carré. Bien, maintenant on peut inverser toute cette expression-ci, ce qui nous fait S de T donc sur E de T sera égal à moins que J de RC oméga le tout au carré divisé par 1 plus 3 J de RC oméga plus J de RC oméga le tout au carré. Bien, vous vous souvenez, on nous a demandé l'expression de T de P qui est égal à S de P sur E de P. Donc, il reste maintenant à transformer. Pour transformer, on va dire J, on va remplacer J oméga par P. Bien, on obtient donc ensuite S de P sur E de P est égal à moins, je transforme J oméga en P multiplié par RC, le tout au carré, 1 plus 3, je transforme J oméga par P, ça fait P RC, plus je transforme J oméga par P, plus P RC, le tout au carré. Bien, voici notre expression voulue. Ça, c'était en question 1. En question 2, on nous a demandé en déduire l'amplificateur complexe, l'amplification complète T de J oméga dans le cas où E de T et S sont alors des signaux alternatifs sinusoïdales de fréquence. Bien, pour ce faire, on va dire tout simplement que S de J ou T de J oméga est égal à, on va remplacer P par J oméga. Donc, on prend tout simplement l'expression ci, J au carré, ça fait moins, avec le moins qui est en facteur, ça fait plus. Donc, on obtient RC oméga au carré, divisé par 1 plus 3J de RC oméga, J au carré, ça fait moins, donc moins R de C oméga, le tout au carré. Donc, on a terminé avec la deuxième question. Maintenant, en troisième question, la troisième question nous dit calcule là où les fréquences de coupure. Donc, on veut les fréquences de coupure oméga 1, oméga 2, ainsi que la bande passant, donc, ainsi que delta oméga. Premièrement, pour pouvoir calculer ça, je vais prendre l'expression, on va prendre l'expression de transfert. Donc, l'expression de transfert en fonction de la place. Bien, on va tout simplement recopier notre expression. Ça fait moins P de RC au carré divisé par 1 plus 3P, je pense c'est RC, il faut vérifier, plus P de RC. Plus P de RC, le tout au carré. Bien, pour déterminer l'expression, on va porter toute cette expression-ci qu'on va résoudre est égal à 0. Donc, ça fait 1 plus 3 RP RC plus P RC, le tout au carré est égal à 0. Bien, pour résoudre ça, premièrement, nous allons passer par l'identité A de X au carré plus B de X plus C est égal à 0. Bien, en faisant tout simplement la concordance entre ces deux éléments, nous constatons et en considérant que notre P est comme X, nous considérons donc on va obtenir R de C, le tout au carré multiplié par P au carré, plus 3R de C multiplié par P, plus 1 est égal à 0. Ceci implique donc que notre A, ceci implique donc que RC, le tout au carré est considéré comme notre A et que 3RC est considéré comme notre B et que 1 est considéré comme notre C. Par conséquent, quand on va
le delta. On va déterminer le delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Ceci nous dit b au carré, ça fait 9 multiplié par RC, le tout au carré, moins 4A. A qui est égal à RC, le tout au carré, RC, le tout au carré multiplié par C qui est 1. Donc, on obtient finalement 5RC. On obtient 5RC, le tout au carré. Bien. Racine carrée donc de delta sera égale à racine carrée de 5RC. Par conséquent, on va trouver notre x1 qui est un peu comme notre p1, qui sera égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a. En application numérique, nous trouvons moins b, donc ça fait moins 3rc, plus racine carrée de delta, donc plus racine carrée de 5rc divisé par 2a, donc divisé par 2rc, le tout au carré. On peut simplifier une fois ici, on obtiendra moins 3 plus racine de 5 divisé par 2rc. Bien, et nous pouvons factoriser le moins. En factorisant le moins, nous trouvons moins 3 moins racine de 5 divisé par 2rc. Donc, en conclusion, on trouve x1 qui est égal à p1 qui est égal à moins 3 moins racine de 5 divisé par 2rc. Bien, et comme nous savons que P1 est égal à J de oméga 1, ceci signifie que pour trouver oméga 1, nous devons faire le module de P1. Donc, le module de P1 que voici, cela nous donnera racine carrée de moins au carré, facteur de 3 moins racine de 5 de RC, le tout au carré, d'où on trouve oméga 1 qui est égal à 3 moins racine de 5 divisé par 2RC. Donc voici l'expression de notre oméga 1, et en application numérique, nous trouvons oméga 1, et en application numérique, nous allons trouver oméga 1 qui est égal à 3,820 radians par seconde moins 1. Bien, nous faisons aussi la même chose pour déterminer oméga 2. Ceci signifie que x2 qui est égal à p2 est égal encore à moins b moins racine de delta divisé par 2a. Ce qui revient encore à dire qu'on va obtenir moins 3 moins racine de 5 divisé par 2rc. Divisé par 2rc. Par conséquent, nous obtenons donc, comme P2 est égal à J, donc par conséquent, nous devons obtenir moins 3 en factorisant le moins plus racine de 5 sur 2rc. Bien. Comme P2 est égal à J de oméga 2, ceci signifie donc que oméga 2 est égal au module de P2. Le module de P2 donc qui va nous donner racine carrée de moins 1 au carré multiplié par 3 plus racine de 5, le tout divisé par 2rc au carré, ce qui nous donne donc oméga 2 est égal à 3 plus racine de 5 divisé par 2rc. Bien, on peut encadrer notre formule, et en application numérique, oméga 2 est égal à 2,618,0 radians par seconde moins 1. On a notre oméga 2. Bien, il nous reste maintenant à trouver la bande passant. Donc, delta de oméga est égal à oméga 2 moins oméga 1. Bien, en application numérique, on trouve delta de oméga qui est égal à 2,360 radians par seconde moins 1. Bien, ceci était tout pour l'exercice 1. On tombe maintenant sur l'exercice 2.
En exercice 2, il s'agit de l'asservissement. Donc, premièrement, on va prendre le schéma. Bien, le schéma étant pris, on nous demande à la première question de donner en fonction de A l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, on veut TP l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte. Ici, on a x de RP. J'ai omis de prendre. Ici, on a x de P. Ici, on a E de P. Bien, pour déterminer l'expression de transfert en boucle ouverte, il s'agit tout simplement de multiplier les deux expressions-ci. Donc, les deux-ci. Donc, on trouve T de P en boucle ouverte sera égal à A divisé par 1 plus 0,1P. Bien, voici l'expression de transfert en boucle ouverte. En 2, on nous dit, donne ensuite la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, on veut la fonction de transfert H de P qui est égal à Y de P divisé par YE de P divisé par YE de P en fonction de l'amplification A. Donc, on veut d'abord cette expression-ci. Premièrement, pour trouver cette expression-ci, il s'agit tout simplement de dire que Y de P est égal à grande barre. On vient d'abord là, on prend 10 multiplié par tout ceci. Donc, ça fait 10 multiplié par toute cette expression-ci. Cette expression-ci qui est égale à, premièrement, ceci. Donc, je porte tout ceci que je viens mettre là. Donc, ça fait A sur 1 plus 0,1P divisé par 1. Maintenant, pour savoir si on va mettre plus ou moins, on regarde le signe ci. Comme le signe ci est moins, on met son signe opposé. Donc ici c'est plus. Ceci, donc multiplié par ceci, on vient le mettre ici. Ça fait donc 10A divisé par 1 plus 0,1P. Bien, en développant ça, on obtient donc ceci multiplié par ceci. Ceci multiplié par toute cette expression, ça fait 10A sur 1 plus 0,1P divisé par 1 plus 10A divisé par 1 plus 0,1P. Bien. À ce niveau-ci, voici l'expression de la fonction de transfert, mais on nous a demandé de mettre la fonction de transfert H de P sous la forme K sur 1 plus P. Donc, sous cette forme-ci, et d'exprimer K et d'exprimer celui-ci bien. Pour ce faire, c'est ça, donc nous essayons d'exprimer K et d'exprimer ceci bien. Pour ce faire, nous sommes là. Nous allons tout simplement recopier 10A divisé par 1 plus 0,1P que nous allons multiplier par l'inverse de ceci. Pour avoir son inverse, je porte ceci, je le mets ici, 1 plus 0,1P divisé maintenant par ça fois ça, ça fait 1 plus 0,1P. Ça fois ça plus 10A. Bien, à ce niveau-ci, on peut simplifier ces deux éléments-ci et on reste avec 10A divisé par 1 plus 0,1P plus 10A. Bien, en essayant de donner ça, ceci fait 10A divisé par 1 plus 10A plus 0,1P. Bien, à ce niveau-ci, comme nous voulons mettre ça sous la forme ci et qu'il y a 1 ici, on va tout simplement mettre celui-ci en facteur. Pour le mettre en facteur, on obtiendra 10A divisé par 1 plus 10A. Donc, comme on l'a mis en facteur, on obtient 1 ici. On obtient 1 ici plus 0,1P divisé par 1 plus 10A. En définitive, en gros, on obtient donc H de P. H de P est égal donc à 10A divisé par 1 plus 10A. Le tout divisé par 1 plus 0,1 divisé 1P divisé par 1 plus 10A. Bien, on peut encadrer et ceci est encore mis sous la forme K sur 1 plus
de P, où K n'est rien d'autre que égal à 10A divisé par 1 plus 10A, et celui-ci est égal à 0,1 divisé par 1 plus 1 plus 10A. Bien. La question suivante nous dit pour A est égal à 50. On nous dit en question suivante que pour A est égal à 50. Bien, pour A est égal à 50, la question 3 nous demande de calculer au millième près, à l'aide du théorème de valeur finie, la valeur de la sortie en régime permanent Y plus Y. Donc, on veut la valeur de la sortie en régime permanent. Donc, pour une valeur d'entrée, pour une entrée échelonnée d'amplitude 2, ceci signifie que YE en transformé de la place, c'est 2 sur P. Et en fonction du théorème des valeurs finales, ceci signifie tout simplement que la limite de lorsque T va tendre vers plus l'infini de Y de T sera encore égal à la limite de lorsque P va tendre vers 0, P va tendre vers 0 de P multiplié par Y de P. Bien, en appliquant ça, nous obtenons, nous savons que Y de P qui est encore égal à Y de P sur YE de P est égal à tout simplement à K divisé par 1 plus E de P. Ceci signifie donc que Y de P est égal à K multiplié par YE de P divisé par 1 plus E de P. Bien. Or, nous savons que YE de P est égal à 2 sur P. En remplaçant, on trouve Y de P. Y de P est égal à 2K P, facteur de 1 plus E de P. Bien, à ce niveau-ci, donc, ceci signifie que la limite de lorsque T va tendre vers plus l'infini de Y de T sera égale à la limite de lorsque P va tendre vers 0 de P, Y de P est encore égal à limite de lorsque P va tendre vers 0 de P multiplié par Y de P. Voici l'expression de Y de P. Donc 2K sur P facteur de 1 plus E de P. Bien, à ce niveau-ci, les P peuvent se simplifier et comme P tend vers 0, ceci signifie que toute l'expression est égale à 0. On trouve donc ce résultat, ce sera égal ici à 0, ce sera ici égal à 1, donc on va trouver 2K. Donc en définitive, on trouve limite de lorsque lorsque T va tendre vers plus l'infini de Y de T sera égal à 2K. Bien, à 2K. Et en application numérique, on a ceci fait 2 multiplié par K. Or, l'expression de K, donc l'expression de K qui est égale à 10A divisé par 1 plus 10A. Bien. Donc, on trouve, vu que A est égal à 50, on trouve donc finalement Y lorsque T tend vers plus l'infini est égal à 1,996. Bien, la question suivante, la question 4 nous dit en déduire la valeur de l'erreur statique. Donc on veut l'erreur statique qui est encore égale à YE moins Y plus l'infini. Bien, on vient encore en application à dire 2 moins 1,996. Bien.
Bien, ceci est encore égal, d'où l'erreur est encore égale à 0,004. Bien, on passe donc maintenant on passe à l'exercice 3. À l'exercice 3, l'amplificateur Bootstrap. Bien, on prend les données. Après avoir pris les données, nous prenons maintenant le schéma. Ici, là. Le schéma étant déjà pris, en première question, nous demande les coordonnées du point de repos du transistor. Les coordonnées du point de repos, il s'agit de I, de IB, de IB0, de IC0, de VBE, de VBE0 et de VCE0. Bien, pour trouver tous ces coordonnées de point de repos, ça se fait uniquement en fonctionnement statique. Donc, on va faire premièrement, et pour déterminer le schéma, on va d'abord déterminer le schéma en régime statique. Pour déterminer le schéma en régime statique, on considère que tous les condensateurs sont considérés comme des circuits ouverts et que les condensateurs qu'on considère comme des sources ouvertes. Donc, premièrement, en utilisant le schéma redevient comme ceci. R de B2 là. Ici, on a R. Là, on a encore R. Là, on a R de B1. Là, on a RE. Et ce côté-ci va disparaître parce que ce condensateur-ci est là. Donc, tout ceci disparaît. Toute la ligne-ci disparaît également parce qu'il y a ce condensateur-ci. Et cette ligne aussi disparaît parce qu'il y a ce condensateur-ci. Donc, en gros, le schéma ne reste plus que ceci avec VC. V de CC ici. Partout là où on a donné les données, on va mettre un point en haut. On a donné VCC, on a donné R1, on a donné R2, on a donné RE, on a donné R, on a donné RU, même si ça n'intervient pas, RG, on a donné bêta, on a donné V de BE. Donc voici le schéma final. Premièrement, on va essayer de déterminer I de B0. Pour déterminer I de B0, on va passer tout simplement par Thevenin en mettant E de Thevenin ici, en essayant de déterminer la résistance de Thevenin et la tension de Thevenin appliquée à ce niveau-ci. Premièrement, donc pour déterminer la résistance de Thevenin qui est appliquée ici, on considère qu'un courant est en train de sortir ici. Si le courant sort comme ceci, ça met les deux résistances RB2 en parallèle à RB1. Ceci signifie que R de Thevenin est égal à RB1 parallèle à RB2 qui est encore égal à R de B1 multiplié par R de B2 sur R de B1 plus R de B2. D'où R de Thevenin après application numérique serait égal à 500 000 ohms. Bien, il nous reste également à déterminer E de Thevenin. E de Thevenin appliqué à ce niveau-ci, on constate tout simplement qu'on peut appliquer le diviseur de tension parce que cette tension V de CC, on peut tout simplement la redessiner ici et voici E de Thevenin à ce niveau-ci, d'où E de Thevenin est tout simplement égal à la tension au niveau de RB1. Ceci signifie que E de Thevenin serait égal à V de CC multiplié par la résistance RB1 divisé par RB1 plus RB2. Après application numérique, E de Thevenin est égal à 6 volts. Bien, le schéma équivalent devient comme ceci avec R de Thevenin là et E de Thevenin à ce niveau-ci. Donc, on remet notre résistance R là. Bien, on met RE ici. Et voici notre schéma final avec V de CC là. Ici, notre tension V de CE. Ici, notre tension V de BE. Ici, donc, le courant I de B0, comme il monte la tension, descend. Même chose ici. Ici, I de C, I de E0.
comme ceci. Donc, on peut lancer notre maille comme ceci. En lançant notre maille ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E de T-vénante moins R de T-vénante plus R. Tout ceci multiplié par I de B0 moins V de BE moins RE. Or, on sait que IE0 est égal à 0. Or, nous savons que I de E0 est égal à I de B0 plus I de C0 avec I de C0 qui est égal à I de B0 multiplié par bêta. D'où on obtient donc I de B0 plus I de B0 bêta. Et on obtient enfin I de B0 facteur de 1 plus bêta. Par conséquent, on obtient donc E de T-vénante moins I de B0 facteur à R de T-vénante, R de T-vénante plus R moins V de BE moins RE multiplié par tout ceci, puisque ceci c'est encore I de E0. Donc I de E0 multiplié par I de B0 facteur de 1 plus bêta est égal à 0. On peut factoriser les I de B0. On obtient E de T-vénante moins I de B0 facteur de R de T-vénante plus R moins plus R plus RE facteur de 1 plus bêta moins V de BE est égal à 0. On porte, si on le fait transverser, on obtient finalement I de B0 est égal à E de T-vénante moins V de BE divisé par R de T-vénante plus R plus RE facteur à 1 plus bêta. Et en application numérique, on trouvera I de B0. En application numérique, on trouve I de B0 est égal à... Finalement, en application numérique, on trouve I de B0 qui est égal à 0,00013 ampères, soit encore I de B0 qui est égal à 0,0 milliampères. Bien, si on a I de B0, on veut déterminer I de C0 en disant I de C0 est égal à bêta I de B0. Par conséquent, on trouve I de C0 qui est égal à 0,00132 ampères, soit I de C0 qui est égal à 1,325 qui est sensiblement égal à 1,325 milliampères. Bien, on va déterminer V de BE0. Or, on nous avait donné V de BE, donc V de BE0 est égal à 0,7 volts. Il nous reste enfin qu'à déterminer V de CE0. Bien, pour déterminer V de CE0, on va revenir sur notre schéma précédemment et lancer notre maille. Bien, une petite précision, si vous avez constaté, lorsque j'ai transformé en T-vénane ici, je n'ai plus remis cette résistance. Bien, T-vénane n'a rien à y voir avec le fait que j'ai supprimé cette résistance ici. Il faut juste noter que quand on utilise Bootstrap, cette résistance, comme elle est trop grande et que le courant qui la traverse est petit, a pour effet donc de créer une grande chute de tension, ce qui fait que vous aurez une chute de tension ici supérieure à 50 volts. Or, V de CC elle-même est égale à 12 volts. Or, ce sont ces 12 volts qui doivent se diviser en 1, 2 et 3. Donc, si déjà ici on a une tension déjà supérieure à 12 volts, ceci signifie que la tension V de CE doit être très négative pour pouvoir compenser ce déséquilibre qu'a causé cette résistance-ci. Voilà pourquoi, et comme ce fonctionnement n'est pas adapté, voilà pourquoi généralement quand vous utilisez Bootstrap, il est nécessaire de supprimer cette résistance-ci comme ceci. Bien.
L'explication étant due en lançant notre maille, on commence par ce point à noter V de CC. Donc on va voir V de CC moins V de CE, d'où on obtiendra V de CC moins V de CE moins V de C, V de CE0 moins V de CE0 moins RE IE0 est égal à 0. Par conséquent, on obtient V de CE0 est égal à V de CC moins RE IE0. Et en application numérique, vous allez trouver V de CE qui sera sensiblement égal à 8,0225 volts. Bien, on a trouvé tous les points de repos. Maintenant, en 2, on nous dit donne le schéma équivalent du montage et calculer H11 qui est encore égal à R de BE. Bien, dans un premier temps, nous allons essayer de ressortir le schéma en petits signaux. Premièrement, nous allons prendre le schéma simplement. Ensuite, par la suite, nous allons considérer tous les condensateurs comme des sources, comme des courts-circuits et également la tension continue comme un court-circuit. En court-circuitant tous les condensateurs, on obtient le schéma suivant. Bien, on obtient ce schéma lorsqu'on a court-circuité tous les condensateurs et ainsi que la source d'alimentation continue. Bien, vous vous souvenez, cette résistance-ci, je vous ai d'abord dit qu'on la court-circuitait, donc la résistance-ci également disparaît. Par conséquent, ici, on a le point C, on a le point E à ce niveau et on a le point B à ce niveau. Le point C, comme cette résistance est court-circuitée, va monter jusqu'à arriver ici. Le point C va se propager là, là et là. Bien, et le point B va se propager jusqu'à ce niveau, tandis que le point E se propage jusque là, là. Bien. Une fois qu'on a déjà mis toutes ces indications, maintenant on peut commencer par la modélisation en régime petits signaux en mettant H11, ici IB, là on note le point B. À ce niveau-ci, on met bêta IB, bien, et on nous a dit que la résistance ρ, donc 1 sur H22 était considéré comme infini, donc on ne la modélise pas. Par conséquent, le schéma équivalent de l'AOP est ceci. Ici on a le point E, ici également on a toujours le point E. Bien, on va passer par la représentation. Donc premièrement, on voit le point E de E à C, du point E au point C, nous voyons la résistance RB1. Donc on vient là, on cherche le point E que voici. On cherche le point E que voici. Voici le point C ici. Nous allons tirer le point C comme ceci. Et nous allons modéliser de E à C. On voit RB1. Donc tout ceci, c'est le point C. Donc de E à C, nous voyons RB1. Nous mettons là RB1. Et on vient ici, on assure de E à C. De E à C, on voit également RB2. On vient et on modélise là RB2, la résistance RB2. Et là, on assure ou dit on a déjà utilisé. Ensuite, de E à C, on voit RE. On vient là, on met la résistance RE. Ensuite, là, c'est la résistance RU. On assure. De E à C, on voit RU. On modélise la résistance RU avec sa source de tension, avec la tension à ses bornes VS. On assure RU. Ensuite, on a terminé avec le point E. On vient maintenant sur le point B. De B à E, on voit la résistance RU. Donc, de B à E, on voit la résistance RU. Donc, de B à E, on voit la résistance RU. Je mets ma résistance RE là. Ensuite, je viens, j'assure la résistance R. Ensuite, de B, voici B ici. B à C, on voit RG, EG. Donc, B, C, on voit RG et on voit EG. Donc, on voit EG, on voit RG
Donc, et là, on a IE. Bien, on a terminé également avec cette branche-ci. Bien, on a terminé avec la modélisation de tout le circuit. Maintenant, ce qu'il est question, c'est de bien représenter notre circuit. Donc, pour bien représenter notre circuit, on porte cette ligne-ci premièrement. On vient mettre cette ligne-là à ce niveau. Il s'agit de RG et de EG qu'on met à ce niveau. Bien, et là on a le courant IE. Bien, au point B, on constate que le point B met la résistance R en parallèle avec H11. Dans la résistance au point B, R est en parallèle avec H11. Au point B que voici, on met la résistance R en parallèle avec H11. Ici on a le courant I, ici on a le courant IB. On ferme là. Ensuite, là on est sur le point E, bien sûr, parce que ici, quand on a mis ces deux résistances ici en parallèle, l'autre borne, voici la borne B, l'autre borne où les deux résistances se touchent, c'est la borne E. Donc, au point E également, on voit la résistance RB1 parallèle à RB2 et qui touche le point C. Le point C que voici, donc du point E, on voit la résistance RB1 en parallèle avec la résistance RB2. Bien, et RB2 également en parallèle avec la résistance RE en parallèle avec la résistance RU. Donc on schématise ça à ce niveau. Donc on met la RE et enfin on met la RU. On va essayer de bien modéliser. Et ici on met la tension VS. Enfin on constate bien que notre point-ci, c'est le point E. Donc, de E à C, on met B de IB. Donc, de E à C. Et le courant part au point E. Donc, je le modélise ici comme ceci. Voici le point E et voici le point C à ce niveau. Donc, de E à C, comme ceci. Le courant qui sort là, bêta IB. Bien, notre schéma ainsi terminé. On va donc dire que toutes ces résistances vont former la résistance R équivalent 1. Donc RB1 parallèle RB2 parallèle RE parallèle RE forme la résistance R équivalent 1 et que R parallèle à H11 forme la résistance R équivalent 2, donc qui est égal à R parallèle H11. Bien, il nous était demandé de trouver H11. Comment trouver H11? Pour trouver H11, on constate que ces deux résistances-ci sont en parallèle, ce qui signifie qu'ils ont la même tension. Par conséquent, en lançant la maille comme ceci, on trouve donc H11 IB est égal à R à RI. Par conséquent, on trouve H11 est égal à RI divisé par IB. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que IB est égal à point d'interrogation. Or, IC est égal à bêta IB. Ceci implique donc que IB est égal à IC divisé par bêta. En remplaçant ici, on trouve H11 qui est égal à bêta RI divisé par IC 0 et en application numérique on trouve tout simplement H11 qui est égal à 1,923 kΩ. Bien, ça c'était pour la question 2. Maintenant, ça c'était pour la question 1. Pour la question 2, ça c'était pour la question 2. En question 3, on va dire, on suppose la résistance de sortie sur infini, calcule le gain. Donc on veut le gain en tension, la résistance d'entrée RE, on veut la résistance d'entrée et la résistance de sortie RS. Premièrement, on veut l'amplification en tension. Pour déterminer l'amplification en tension, c'est égal à VS sur VE. Or, on veut VS en fonction de IB. Premièrement, comment déterminer VS en fonction de IB? On vient sur notre schéma. On voit que VS
qui est égal à toutes ces résistances-ci en parallèle multiplié par les courants qui entrent. Donc, en faisant le schéma équivalent, on obtiendra un truc comme ceci. R. Donc, en gros, on obtient ce schéma équivalent. Par conséquent, ceci signifie donc que Vs est égal à R équivalent 1 multiplié par IE plus bêta IB. Bien, il nous reste maintenant à déterminer IE en fonction de IB. On vient ici, voici IB. Sur ce schéma-ci, qu'est-ce qu'on obtient? Voici IE là. On constate que en lançant on constate que IE, selon la loi des nœuds, si j'appelle ce courant I est égal à I plus IB. Or, que vaut I? I est tout simplement égal, en lançant notre maille ici, comme ceci, on trouvera H11IB qui est égal encore à RI. Par conséquent, on trouve I qui est égal à H11 divisé par R multiplié par IB. Par conséquent, on trouvera IE qui sera égal à H11 divisé par R IB plus IB. Par conséquent, IE est égal à H11 divisé par R plus 1 facteur à IB. Voici la relation de IE. Par conséquent, on trouve Vs qui est égal à R équivalent 1 facteur de IE qui est égal à cette expression dont je recopie à H11 divisé par R plus 1 facteur à IB plus Vs plus bêta IB. Bien, je trouve Vs en factorisant, en faisant sortir les IB qui est égal à R équivalent 1 multiplié par IB facteur à H11 divisé par R plus 1 plus bêta. Bien, il faut noter que R équivalent est très grand devant H11 sur R, ce qui fait qu'on peut sensiblement négliger ceci, H11 R par rapport à R équivalent. Par conséquent, on obtient la nouvelle valeur de Vs qui est égale à R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta multiplié par IB. Voici l'expression de Vs finale. L'expression de Vs étant terminée, déterminons l'expression de VE en fonction de IB. Bien, pour déterminer cette expression, on considère que EG, comme on n'a pas précisé, que EG est encore égal à VE pour cet exemple-ci. Bien, par conséquent, en lançant notre maille comme ceci, comme le courant IE monte, la tension descend, on va obtenir VE moins RG IE moins également H11 multiplié par IB moins Vs est égal à 0. Par conséquent, on obtient VE qui est tout simplement égal à RG IE plus H11 IB plus Vs. Bien. Or, on sait que Vs, on a l'expression de Vs, on sait que Vs est égal à R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta IB. En remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? En remplaçant, on obtiendra VE qui sera égal à RG. Or, on sait également que IE, l'expression de IE est égale à H11 divisé par R plus 1 IB. Par conséquent, finalement, on trouve VE est égal à RG. IE, on remplace par son expression H11 divisé par R plus 1 IB plus H11 IB plus Vs, l'expression de Vs, R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta multiplié par IB. Donc, en définitive, on obtiendra VE qui est égal à IB facteur à RG H11
divisé par R plus 1 plus H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta, ou encore VE qui est égal à IB facteur ARG multiplié par H11 divisé par R plus RG plus H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta. Donc, voici l'expression de VE. Par conséquent, on trouve l'amplification en tension AV qui est égale à VS. Donc, à cette expression, AR équivalent 1 facteur A1 plus bêta multiplié par IB divisé par VE. Donc, l'expression de VE qui est égale à RG H11 divisé par R plus RG plus H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta divisé par IB. On simplifie les IB et on trouve finalement AV qui est égal à R équivalent 1 plus bêta divisé par RG H11 sur R plus RG plus H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta. Bien, voici l'expression finale. Et en application numérique, on trouve AV qui est égal à 0,954 volts. Bien, on va maintenant déterminer la résistance RE. RE se détermine, on nous a demandé de déterminer la résistance d'entrée vue par le générateur. Quand on dit vue par le générateur, ça veut dire que EG et RG sont concernés, donc VE devient toute cette tension-ci. C'est ça dorénavant qui est VE, c'est toute cette tension-ci, plus seulement la tension EG. Par conséquent, en utilisant notre schéma par conséquent, on va essayer de déterminer RE en disant que RE sera égal à VE sur IE à IS est égal à 0. Or, que vaut VE? On a d'abord déterminé l'expression de VE, mais bien dans l'expression de VE que voici, on va tout simplement enlever cette autre expression-ci parce que naturellement, comme je vous ai expliqué, cette fois-ci, quand on dit VE inclus, cela signifie que RG également est compris. Par conséquent, toute cette expression-ci dégage. On trouve VE qui est égal désormais à IB, facteur de H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta. Voici l'expression de VE. Il reste maintenant à déterminer l'expression de IE. Or, on avait d'abord donné l'expression de IE en fonction de IB. Donc, on doit chercher ça. L'expression, très bien, il s'agit de cette expression-ci. Donc, on recopie IE est égal à H11 divisé par R plus 1 IB. Bien, il ne nous reste plus qu'à déterminer RE, à faire l'application numérique en disant que RE est égal à H11 plus R équivalent 1 facteur A1 plus bêta divisé par H11 divisé par R plus 1. Puisque les IB, on a simplifié les IB. Bien, cette expression-ci peut encore être écrite sous la forme H11 plus R équivalent 1 plus bêta multiplié tout simplement par l'inverse de cette expression-ci. Donc, multiplié par R sur H11, ça fois ça, plus ça fois ça, H11 plus R. Donc, toute cette expression-ci multipliée par celle-ci. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, nous savons que R équivalent 2, R équivalent 2 était égal à tout simplement à R parallèle à H11 qui était encore égal à R multiplié par H11 divisé par R
plus H11. Donc, on constate que cette expression-ci, c'est encore elle ici. Donc, par conséquent, si je multiplie ici par H11 et que je divise ici par H11, je n'ai rien échangé parce que les H11 vont se simplifier et par conséquent, toute cette autre expression-ci est encore égale à R équivalent 2. Donc, dorénavant, on obtient quoi? Dorénavant, on obtient RE est égal à H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta multiplié tout simplement par R équivalent 2 divisé par H11. Et si on essayait un peu de développer ça, on trouverait RE est égal à ça fois ça. Les H11 vont se simplifier à RE équivalent 2 plus ça fois ça. Ça fait plus RE équivalent 1 multiplié par RE équivalent 2 facteur à 1 plus bêta divisé par H11. On peut encadrer notre formule. Et en application numérique, on trouve RE est égal à 125,4 kilo ohm. Bien, il ne nous reste plus qu'à déterminer RSE. Pour déterminer RSE, nous prenons notre schéma que voici. Bien, avec notre schéma, nous voyons que la résistance RSE, vue d'ici, puisque RS est égal encore à VS sur IS à IE est égal à 0, dont la résistance RSE vue d'ici est égale tout simplement à, on considère qu'un courant est en train de venir comme ceci. Vous voyez très bien que cette résistance-ci, ça met cette résistance-ci en parallèle avec cette branche-ci, donc qui met également ces deux résistances-ci en parallèle et en série avec cette résistance-ci, et celui-ci sera court-circuité puisqu'on court-circuite les sources de tension. Par conséquent, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient RS est tout simplement égal à, dans un premier temps, tout un bloc de résistance en parallèle avec R équivalent 1. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ces deux résistances-ci, donc de R en parallèle avec H11, R en parallèle avec H11 et en série avec RG, donc plus RG. Donc en définitive, on trouve RS est égal à RG plus R parallèle à H11, tout ce bloc parallèle à R équivalent 1. Eh bien, en application numérique, on trouve RS est égal à 1,119 kilo. Bien, nous passons sans plus tarder à l'exercice 4. Donc, exercice 4 qui est le circuit logique. On nous a donné un schéma. Nous allons prendre le schéma. On se retrouve juste après. Bien, après avoir pris le schéma, la première question nous demande de donner l'équation logique de R bar en fonction de QA et de QC. Bien, pour ce faire, R bar, nous voyons très bien que les R bar sont reliés à une porte tenante, et une porte tenante va prendre un élément multiplié par un autre et mettre la grande barre au-dessus. Quels sont ces éléments? Il s'agit premièrement de QA. Donc, il s'agit de QA. Le deuxième élément, il s'agit de QC. Donc, QC. Donc, voici l'expression. En fait, on peut écrire d'une autre façon en cassant la barre en disant que R bar est égal tout simplement à QA plus QC bar. Donc, c'est soit ça ou ceci. Les deux sont valables. En deux, on nous demande de donner le rôle de R bar. À quel niveau est-elle active et pourquoi dit-on que cette entrée est prioritaire? Premièrement, donc, nous allons dire premièrement que son rôle c'est de permettre la remise à zéro. À quel niveau est-elle active? Elle est active au niveau bas parce que on a ce petit rond-ci. Bon, elle est active au niveau bas. Elle est
Pourquoi dit-on que cette entrée est prioritaire? On va dire que cette entrée est prioritaire parce qu'elle permet le relancement, elle permet de relancer le comptage en fait. Bien, en question 3, on nous demande de tracer les chronogrammes de sortie QA, QB, QC et R bar. Donc, premièrement, on va prendre les schémas. Bien. Pour pouvoir tracer le chronogramme, il faut d'abord premièrement savoir si c'est un compteur ou si c'est un décompteur, si c'est asynchrone ou synchrone. Premièrement, on sait déjà que si c'est un compteur ou c'est un décompteur, ce sera automatiquement asynchrone. Asynchrone tout simplement parce que les sorties de chaque bascule constituent l'entrée d'horloge d'une autre bascule. Donc, tout simplement asynchrone parce que le signal d'horloge n'est pas reparti sur toutes les bascules. Bien, donc on sait déjà qu'il s'agit de soit un compteur synchrone ou soit un décompteur asynchrone. Bien, maintenant, qu'en est-il? Est-il un compteur ou un décompteur? Il s'agit tout simplement d'un compteur. Un compteur parce que, très bien, on voit bien qu'il est actif sur la durée de niveau haut et que les sorties qui sont prises sont QA, QB et QC. Ça veut dire qu'il s'agit d'un compteur asynchrone. Et troisièmement, est-il l'entrée de remise à zéro? Quand elle va-t-elle agir? Elle va, pour savoir à quel niveau elle va agir, on prend tout simplement les deux éléments QA et QC. Si on veut remettre QA et QC à 0, ceci signifie que QA et QC étaient d'abord à 1, 1. Donc on met 1 et on prend QB. Par conséquent, QB est à 0. Ça veut dire que c'est à R bar qui est égal à cette expression-ci en binaire, en base 2, qu'on va devoir remettre à 0. Or, cette expression-ci en base 2 est encore égale à 5 en 5 en base 10. Par conséquent, ici, on a 0 là à la première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion, quatrième impulsion. À la cinquième impulsion, le compteur doit se comporter comme si on l'avait remis à 0. Voilà pourquoi ici on va dire le comptage va aller de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. 5 qui encore équivaut à 0. Et ici, on va tout simplement tracer nos coups comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Ici, on a la remise à 0. Donc, il va continuer comme ceci. Donc, à ce niveau-ci, QB. Or, ici, QB. Comme ici, QB, l'entrée pour avoir QB, l'entrée de cette bascule-ci est tout simplement l'inverse de QA. Cela signifie que normalement on devait monter ici, mais l'inverse, ça veut dire c'est quand on descend que nous, on va monter. Par conséquent, je tire comme ceci, je pars là, lorsqu'on descend, il y a variation et je continue comme ceci et là. Bien, donc ici, maintenant, à QC, même chose. Il y aura variation uniquement à ce niveau-ci. Donc, tout ici, c'est 0. Et la variation va faire jusqu'à ce niveau. Et quand on aura 5, comme la remise à 0 va s'élever, il y aura remise à 0 là. Donc, voici comment, en fait, les courbes doivent être tracées et comment est-ce que le compteur est en train de fonctionner. Bien, la question suivante, on nous demande de convertir en décimale. Bien. La conversion en décimale en question 4, on va la QC, QB et QA. On va effectuer la conversion en décimale. Donc, ici, on va mettre nombre décimal. Pour effectuer la conversion en décimale, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 4 et 1 là, 0, 0, 0, 0. Donc, on va continuer là, comme ceci, en mettant 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bien, il est que... Bien, on va continuer.
en mettant là 0, 1, 2, 3, 4. On a oublié une case, 1, 1. Là c'est 1, 1. Là c'est 0, 0. Là c'est 0, 1. Et on va mettre là 5. En fait, de quoi est-il question? À ce niveau-ci, on va renvoyer ici 0, 0, 0, 0. Là, le RAS va renvoyer là 0, 0. Ce qui fait que le sens va maintenant devenir plutôt 0. Donc, voici la ligne qu'on a renvoyée en fait au RAS. Bien, la question suivante nous demande. Par conséquent, on peut répondre à la dernière question, à la question 5, qui nous demande quelle est la fonction réalisée. Donc, la fonction réalisée est un compteur asynchrone modulo 5. Modulo 5, compteur asynchrone modulo 5. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et d'aller consulter notre plateforme Infux pour nous pousser à faire davantage d'autres vidéos en vue de vous expliquer davantage. Et n'oubliez pas, Infux, c'est pour la formation par excellence et surtout, soyez très attentifs et merci. Allez, ciao. ना सका